vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous vivons à une époque où la désinformation contamine notre vie numérique. Cela touche donc principalement les jeunes générations. Les jeunes passent de nombreuses heures par jour sur les réseaux sociaux. Ils sont donc les plus à risque de croire et de relayer les fausses nouvelles. Récemment, un forum, La démocratie au temps de la désinformation, organisé par les fonds de recherche du Québec, témoignait de cette réalité, pas forcément nouvelle, mais très contagieuse. Alors, comment armer les jeunes face à la désinformation? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, aujourd'hui, nous voulons parler de désinformation qui touche particulièrement les jeunes, grands consommateurs de réseaux sociaux. Donc, pour en parler, je suis avec Élise Rodrigue-Poulain, qui est étudiante à la maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke et enseignante au primaire. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Véronique Bolduc, chargée du programme de prévention au Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le CIEL. Bonjour. Bonjour. La désinformation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les fausses nouvelles et autres rumeurs se propagent toutefois très facilement et à grande échelle sur Internet et les réseaux sociaux. On le sait, la jeune génération est celle qui est le plus sur les médias sociaux. Donc, les jeunes sont-ils les plus vulnérables à cette désinformation? Peut-être Madame Rodrigue-Poulain? Oui, mais je peux commencer, bien sûr. C'est sûr que quand on parle de jeunes enfants, même chez les adolescents, leur cerveau n'est pas encore tout à fait développé. On parle de toutes les fonctions exécutives, le cortex préfrontal. Donc, ils vont être beaucoup plus vulnérables par rapport à des fausses nouvelles, par rapport à des informations qu'on donne. Il y a beaucoup aussi l'appel à l'autorité qui va être important pour eux. On fait confiance à nos parents, on fait confiance à nos enseignants. Il y a même des études qui ont été faites en Australie où est-ce qu'il y a des enseignantes là, qui se faisaient interviewer, puis on demandait, l'enseignante disait qu'elle disait des choses qui n'avaient aucun sens à ses élèves, vraiment complètement folles, juste pour voir si ses élèves allaient l'obstiner, dire « ben non, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? » Puis finalement, non, les élèves n'obstinent pas plus qu'il faut l'enseignante, ils font confiance. Donc c'est sûr qu'on a ce genre les élèves sont comme ça, les enfants ne sont pas encore développés. Fait qu'il faut tout leur apprendre tout ce qui touche à l'incertitude par rapport aux choses qu'ils vont voir, la désinformation, l'information, les sciences. Critiquer. Oui, critiquer, mais tu sais, juste à la base, comprendre c'est quoi l'incertitude, que c'est correct qu'on en vive, que c'est correct qu'il y en ait, qu'elle est essentielle. Déjà, c'est une grosse base. Oui, même si elle est inconfortable, souvent. Oui, mais on peut apprendre à la trouver très confortable. Madame Bolduc, la jeune génération est plus sensible à la désinformation. Est-ce que c'est parce qu'elle est beaucoup sur le téléphone intelligent? Donc oui, ben c'est certain qu'ils sont quand même connectés. Puis pour les raisons qui ont été nommées, oui, tu sais, on pourrait dire qu'ils sont plus sensibles. Ça reste qu'un esprit critique, c'est quelque chose qui doit s'apprendre, c'est quelque chose qui doit se développer. Par contre, ils sont loin d'être les seuls à être vulnérables. Ils sont loin les adultes qui se sont un peu fait lancer dans le monde numérique sans voir toute cette éducation-là qui a été faite alentour sont tout autant vulnérables que les jeunes. Tu sais, même au contraire, les jeunes, on a comme un peu cette chance de pouvoir aussi leur montrer comment douter des nouvelles qu'ils voient en ligne, comment douter de l'information. On peut développer leur esprit critique avec eux, donc on a un petit peu cette chance de pouvoir un peu limiter les risques, mais c'est certain que le fait qu'ils soient très connectés sur les réseaux sociaux, qu'ils soient très connectés en ligne, ils vont consommer beaucoup plus peut-être d'informations que des générations plus vieilles, là, du moins. Oui, comme vous pouvez l'entendre, j'ai 2 jeunes femmes en studio, donc elles se sentent peut-être aussi plus concernées. Madame Bolduc, je vais rester avec vous. Quelles sont les habitudes de consommation de contenu des jeunes? Oui, donc les jeunes, on remarque, dans le fond, on peut penser qu'ils regardent toujours de l'information, mais c'est certain qu'en ligne, c'est pas vraiment ce que les jeunes font. Les jeunes sur les réseaux sociaux, ils vont plutôt vraiment aller vers du contenu qui les passionne, du contenu qui vont venir toucher à leurs intérêts. Tu sais, on parle
parlerais là, d'un sondage qui a été fait par Abilo Media, justement, juste cette année, qui a été publié auprès des jeunes Canadiens. On parlerait que c'est un 35% des jeunes qui utilisent Internet pour trouver des nouvelles puis de l'information. Donc, c'est quand même pas... tu sais, c'est Internet en général, donc c'est pas non plus la majorité. C'est ça, donc on va remarquer. Puis on va aussi remarquer beaucoup que les jeunes vont suivre, comme je disais, des pages de leur intérêt, mais aussi des spécialistes. Donc, c'est aussi quelque chose qui a changé. Des spécialistes. Des influenceurs et des influenceuses. Oui, exactement. Donc, ou des personnalités publiques, des choses comme ça, dont il y a des personnes qui sont considérées comme des spécialistes, d'autres non. Il faut faire attention. C'est là qu'il faut avoir leur esprit critique, il faut qu'ils le développent, mais ils vont vraiment aller plus chercher. Donc, au lieu de suivre une page de journal comme général qui parle d'un peu de tout, vont vraiment aller chercher les nouvelles sur les sujets qui vont les intéresser. Mais d'où là l'importance de développer leur sens critique, à savoir c'est qui te donne cette information-là. Est-ce que la personne est vraiment une experte ou un expert dans son sujet? Où est-ce qu'elle trouve ses sources d'information? Tout ça, c'est tous des éléments qu'il faut qu'ils développent, mais que quand même les jeunes ont des techniques, au Canada du moins, sont quand même bien éduqués à ce niveau-là de savoir comment vérifier leurs sources. C'est juste que les réseaux sociaux n'est pas un environnement vraiment qui nous met dans cet espace, dans le fond, d'esprit critique. Donc, on est un peu... ça nous demande tellement pas d'efforts cognitifs que la plupart du temps, on va pas nécessairement aller vérifier nos sources avec l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui, puis ça marche beaucoup avec l'émotion aussi. Oui, bien là, on parle beaucoup de pensée critique, esprit critique, mais... c'est un terme qui est quand même utilisé à toutes les sources. À toutes les sources, en tout temps, très peu défini. Très peu défini parce que c'est extrêmement dur de définir une pensée critique. C'est comme l'intelligence. On aura beau y penser pendant des 100 ans, qu'on pourra pas plus la définir parfaitement. Mais reste que, comme tu disais, il faut vraiment aller chercher d'ouvrir un espace pour la pensée critique. Dans le fond, la vision que j'ai après mes quelques recherches, quand même, c'est mon sujet de mémoire, c'est vraiment qu'il faut ouvrir un espace pour que les élèves puissent avoir une pensée critique. Parce que si je leur laisse pas d'espace pour développer leur pensée critique, par exemple, si je fais juste leur donner des connaissances, le ciel est bleu, il arrive ça, il n'y aura pas d'espace pour que l'élève puisse se questionner, revoir sa grille, discuter avec ses pairs, voir c'est quoi les critères qui ont été utilisés. Mais quand je leur offre l'espace vraiment pour utiliser ces manifestations-là, à ce moment-là, je peux arriver à quelque chose d'intéressant pour la pensée critique. Concrètement, comment on fait ça pour développer la pensée critique chez les jeunes? Je vais donner un exemple. Oui. Par exemple, je veux voir avec les élèves le bourgeonnement. Fait que comment ça se passe pour les bourgeons. Si je sors à l'extérieur ou que je sors même pas à l'extérieur puis que je fais juste dire au printemps, les bourgeons sont là, la sève est dans l'arbre, puis après ça, la fleur va sortir. Ils vont apprendre c'est quoi, mais il n'y aura pas vraiment d'espace. Mais si à la plage, je leur dis on sort dehors, mon but c'est d'observer le bourgeonnement. Dis-moi comment je devrais m'y prendre. Fait que là, les élèves doivent réfléchir à des critères pour aller observer, comment ils vont analyser leurs résultats. Il va y avoir de leurs pairs dans la classe qui ne seront pas en accord dans la manière qu'ils ont analysé. Des discussions, finalement. Des discussions, de l'argumentation, ce qui est extrêmement essentiel, qui est une grosse partie de la pensée critique, qu'on oublie souvent en classe, en éducation, mais même à la maison, je pense qu'on oublie de faire argumenter nos enfants avec les parents. Là, à ce moment-là, ils doivent créer leur propre grille de bourgeonnement, en discuter en classe, la revoir, recommencer, y réfléchir, faire des recherches, voir où est-ce que je trouve mon information qui est fiable pour le bourgeonnement. Mais à ce moment-là, je leur offre énormément d'espace pour développer la pensée critique. C'est sûr, ça ne touchera pas 100% des élèves en tout temps, mais au moins, je leur offre un espace pour ça. Oui, vous avez participé toutes les deux au forum La démocratie au temps de la désinformation. Vous veniez témoigner de comment améliorer, par exemple, la littératie scientifique des jeunes. Madame Bolduc, parlez-nous un petit peu de Ciel, de ce que c'est Ciel. Est-ce que vous vouliez peut-être témoigner lors de ce forum? Oui, tout à fait. Donc, le Ciel, c'est l'acronyme du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Puis, donc, ce qu'on fait, c'est notre mission première, c'est de faire des ateliers de prévention sur le bien-être numérique qu'on appelle au niveau du primaire, donc avec les 4e, 5e, 6e années, et aussi au niveau du secondaire, donc on vise le 2e cycle du secondaire. Puis, donc,
donc c'est vraiment donc à travers ces ateliers-là, on va aller discuter avec les jeunes de la place donc des écrans dans leur vie, mais surtout aussi sur leur bien-être, puis de comment retrouver cet équilibre pour qu'ils se sentent bien. Donc dans cet esprit de réduction des méfaits, puis de pouvoir vraiment maximiser les bienfaits des écrans. C'est certain qu'on a un axe qui est beaucoup plus axé niveau santé mentale, santé physique, santé sociale, puis tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment donc à travers donc des discussions de groupe qu'on fait justement pour développer l'esprit critique. On leur pose des questions, on les fait débattre entre eux, on leur fait comprendre que pas tout le monde a la même expérience en ligne, puis de voir un petit peu leur pairs, comment qu'ils vivent aussi ces expériences-là personnelles. Question, tu sais, un peu d'ouverture d'esprit, puis de les amener à réfléchir après sur leur propre pratique. Puis on va vraiment après ça revenir voir avec les études scientifiques, on va vraiment venir décortiquer un petit peu comment ça les affecte. Donc, au primaire, on est plus axé sur les saines habitudes de vie. Puis, au secondaire, on va être vraiment plus axé sur les études scientifiques, leur présenter. On n'a pas peur de leur mettre des graphiques devant eux puis de leur expliquer comment ça fonctionne. Puis, les étudiants, ils nous posent des questions, ils critiquent nos sources. C'est pas juste, en fait, c'est pas juste une question de temps en ligne, de temps passé non, avec les écrans. Non, pas du tout. C'est vraiment de regarder... une phrase qu'on aime beaucoup, là, c'est de dire que tous les temps d'écran ne sont pas égaux, en quelque sorte. C'est qu'il y a certaines choses en ligne qui vont nous apporter plus de bienfaits puis d'autres qui vont avoir des effets plus néfastes sur notre santé globale, dans le fond. Donc, c'est vraiment plus de regarder, voir comment je me sens lorsque j'utilise ces écrans-là, puis de le faire de manière consciente, puis pas juste par automatisme de « Oh mon Dieu, mon téléphone il est à côté de moi, c'est facile de le prendre, je vais le prendre ». Donc, c'est vraiment là qu'on essaie d'amener à les questionner sur cet équilibre avec leur écran. Et vous avez participé au forum? La raison était... Oui. Donc, on a participé au forum parce qu'on est beaucoup sur le terrain avec les jeunes, on a beaucoup de discussions avec eux. Donc, ça nous permet, nous, de vraiment rapporter la voix des jeunes. C'est quelque chose qui est super important dans toutes nos activités qu'on fait, c'est de s'assurer qu'on peut parler de leur expérience parce que c'est souvent, sont souvent pas invités dans des endroits comme ça, dans des discussions qu'on va parler d'eux sans leur demander exactement. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir ramener leur voix. Puis, en termes de démocratie puis d'habitudes numériques des jeunes, nous, on l'entend dans nos ateliers, même si c'est pas quelque chose qu'on parle directement, ça sort quand même leurs habitudes de consommation, mais aussi les trucs qu'ils ont mis en place. Puis, un petit peu voir aussi comment, c'est intéressant aussi de voir comment les habitudes changent d'une génération à l'autre, ils s'adaptent comme là, bon, les nouvelles ont été interdites sur les plateformes comme Meta, mais les jeunes, ils trouvent des manières quand même de pouvoir partager des choses comme ça, puis de comme, tu sais, passer à côté des règles. Je vous dirais, c'est vraiment les meilleurs pour comme trouver des contournements. Fait que c'est un peu pour ça aussi le comment. Oui, c'est la génération qui veut ça aussi. Madame Rodrigue Poulin, votre participation au forum, justement, est-ce que c'était pour parler de littératie scientifique? Oui, c'est ça, c'était pour parler de littératie scientifique. Donc, j'ai été invitée puisque je suis membre du conseil d'administration. J'ai perdu mes mots. Conseil d'administration de la STQ, qui est l'Association de l'enseignement des sciences et de la technologie du Québec. Donc, mon sujet de mémoire aussi en enseignement scientifique. Donc, c'est quelque chose qui vraiment me touche, me passionne. Donc, mon but, c'est vraiment d'aider les enfants, comment trouver une manière concrètement, sans rajouter non plus à la tâche déjà lourde d'enseignante, aider à aborder ça avec les élèves, parce que ça reste un enjeu qui est extrêmement important aujourd'hui. On en parle, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, TikTok, je l'utilise moi-même, là. Donc, c'est sûr que, veux pas, il faut en parler, il faut trouver des manières. Puis je pense qu'en tant qu'enseignante, là, je mets mon chapeau d'enseignante, on se sent vraiment démunis. On n'a pas de formation à l'université par rapport à ça. Il n'y a pas la formation continue, il n'y en a pas tant d'offertes ou il va falloir le faire par nous-mêmes. Donc, je pense que c'est important d'en parler, mais aussi d'enlever la seule pression sur les enseignants-enseignantes, pression qu'on a déjà beaucoup, puis de voir ça comme un effet commun d'une société. Donc, on met beaucoup « Ah, mais la prochaine génération va... » Oui, la prochaine génération va... Oui, mais la pauvre prochaine génération, ils ont 6 ans. Ils vont pas faire grand-chose si les parents font autre chose. Si le parent, par exemple, sur TikTok, puis regarde de l'information qui est fausse, puis montre ça à son enfant, c'est sûr que l'enfant, j'aurais beau lui enseigner autant que je veux, je pourrais pas faire de miracle non plus. Oui, surtout que les enseignants aussi peuvent transmettre de la désinformation et se tromper. On peut tous se tromper. Bien sûr, puis je pense que c'est d'être à l'aise en tant qu'enseignante de se tromper. Ça m'arrive de me tromper fréquemment, là,
par exemple, ce que je me trompe le plus souvent, c'est sur mes règles grammaticales. Ouais, on sort un peu de la désinformation. mais reste que juste montrer aux élèves que effectivement, il m'arrive de me tromper, il m'arrive de me questionner, peu importe ça soit sur quel sujet, ça leur montre que je suis pas infaillible. Mm-hmm. Oui, je suis là, je t'enseigne. Oui, j'ai été formée pour t'enseigner. Oui, je suis une personne de confiance, mais je ne suis pas infaillible. Tes parents non plus. Donc, c'est d'ouvrir ça, puis c'est pas mal. Oui. Comment on arme quand même les enseignants? Comment on les supporte là-dedans, dans cette lourde tâche qui se rajoute, même si on ne veut pas la rajouter? Grosse question. La fameuse tâche. Oui, c'est la question qui tue. Je pense que c'est vraiment... Là, c'est sûr que je vais y aller plus large. Oui. Je pense que si on avait des classes où est-ce qu'on passait moins de temps sur gestion de classe, etc., on aurait beaucoup plus de temps pour ces enjeux-là. Là, en ce moment, c'est sûr, c'est quelque chose que moi, je me tiens à cœur. J'ai fait ma recherche de maîtrise là-dessus. J'ai fait un stage à l'UNESCO Prève, vraiment sur la désinformation, l'éducation aux médias. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais même à ça m'arrive quand j'enseigne que je peux pas. Tu sais, quand un élève arrive puis lance une chaise, je veux bien, là, mais je ferais pas. On va éduquer aux médias. Oui. Donc, je pense que ça serait ça, mais aussi de désensibiliser les enseignantes au fait qu'ils peuvent avoir tort, que c'est correct qu'ils aient tort, puis que les élèves vont pas nécessairement arriver puis dire « Ah, mon enseignante n'a plus d'autorité parce qu'elle a eu tort. » Non, au contraire, il y a comme une relation de respect mutuel que je pense qui se crée. Donc, c'est de désensibiliser là-dessus. Puis je pense pour le faire, c'est ajouter de la formation initiale aux personnes enseignantes. Donc, c'est important que nos enseignants-enseignantes soient bien formés, revoir peut-être la formation au bac, là. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Bolduc, l'intelligence artificielle vient bouleverser ce qu'on voit et ce qu'on peut faire sur les médias sociaux. Je pense aux deepfakes, aux fausses photos, à ChatGPT. Comment sensibiliser les jeunes qui sont aussi des utilisateurs de ces technologies, sûrement plus que moi? Oui, c'est aussi une autre grosse question. Donc, parce que c'est, pas que c'est nouveau, mais je veux dire, c'est arrivé quand même nouvellement dans les téléphones des jeunes, puis vraiment accessible à toute la population. Mais tu sais, je dirais, encore une fois, nous, c'est vraiment... Ça va sembler un petit peu plate avec une enseignante actuellement, tu sais, c'est beaucoup par l'éducation puis par leur parler franchement de, tu sais, c'est quoi ces technologies-là, de ouvrir un peu ces boîtes noires-là le plus qu'on peut puis de leur montrer comment ça fonctionne, où sont les problématiques avec ça, les amener à réfléchir à ces questions-là aussi quand ils les utilisent, aussi quand ils voient du contenu, mais ça reste que c'est vraiment difficile. On l'a vu pendant le panel, il y a eu un exercice qui a été fait avec des fausses nouvelles qui ont été générées par ChatGPT, puis même les chercheurs dans la salle, on n'était pas capable de tout deviner c'était laquelle qui était fausse, juste avec un titre. Donc là, encore l'important de pouvoir aller, avoir les réflexes d'aller vérifier nos sources, aller vérifier l'information. D'aller au-delà du titre de la nouvelle, finalement. Oui, au-delà du titre de la nouvelle, parce que, puis même, tu sais, quand c'est des photos, c'est encore plus dur. Avec les deepfakes, on a vraiment l'impression que c'est vrai, puis tout ça. Donc, de développer ces réflexes là, en les sensibilisant, veut pas, mais aussi en sensibilisant toute la société, là, dans le sens qui est comme, on parle beaucoup des jeunes, mais c'est vraiment comme important que ça soit toute la société, parce que, encore une fois, si les parents ont pas ces réflexes-là, qu'à la maison, on les applique pas, c'est des choses qu'on parle, nous, pour le temps d'écran avec les parents, c'est comme, faut vous montrer l'exemple aussi à vos jeunes, ils vont apprendre en vous imitant, ils vont apprendre en vous regardant. Donc, c'est vraiment Rappelez-nous ce que c'est que un deepfake. Un deepfake, donc c'est quand ils vont comme, on le voit souvent avec de la voix, exemple des personnes donc vont reprendre quelques secondes de la voix pour faire, exemple une vidéo pour faire passer comme si c'était la personne qui avait dit cette chose-là ou des choses comme ça. Donc c'est quand même bien fait dans le sens que oui, on a déjà vu Tom Cruise qui faisait toutes sortes de choses, le pape aussi. Oui, exactement. Ça peut être fait un peu avec n'importe qui. Ça peut aussi être fait à un niveau un petit peu plus plate, là, mais plus dans les arnaques, des choses comme ça, de dire on prend la voix d'un enfant pour le faire passer pour appeler les parents, exemple, puis faire en semblant que c'est l'enfant qui appelle puis qui fait une demande de comme peux-tu m'envoyer mon numéro d'assurance sociale, par exemple, des choses comme ça. Ce qui est quand même inquiétant, là. Je veux dire, on peut le dire, là, que c'est comme, faut trouver des manières de pouvoir réguler ça puis de pouvoir, parce que je pense pas que c'est juste dans la prévention puis la sensibilisation que ça va être réglé. Oui. Du côté, justement, des stratégies, quelle stratégie on peut
trouver ou développer peut-être pour armer les jeunes? Oui, ben stratégie, je pense qu'on est vraiment dans les solutions. Dans les solutions, mais selon moi, c'est pas non plus de leur frapper la tête en disant faut ça critique en tout temps, parce que c'est physiquement impossible. Là. Moi, quand j'ai... Là, ça fait 3 ans que je recherche à penser critique, puis la chose je me suis rendu compte, c'est que j'en ai pas. Vous en avez une certaine dose, mais ça vous met pas à l'abri. Tu finis par te rendre compte que tu peux pas être critique en tout temps, c'est physiquement impossible. Puis je pense que la meilleure manière d'être critique, c'est de te rendre compte, je ne peux pas être critique en tout temps. Donc, il n'y a pas personne, moi, quelqu'un qui me dit, moi, je suis tellement critique. Moi, ça me fait tout de suite un petit drapeau rouge. Donc, je pense, avec les élèves, c'est aussi d'y aller comme ça. C'est correct qu'ils ne soient pas critiques en tout temps, puis c'est correct qu'ils se fassent avoir une fois de temps en temps. Mais c'est comme les échecs, finalement. C'est quand on a un échec, on apprend beaucoup. Ben exactement. Puis, tu sais, ça arrive. Là, moi aussi, je me suis fait prendre par de la désinformation. Puis, OK, c'est de se questionner, OK, mais pourquoi j'ai été prise là-dedans? Ah, OK, c'est cette raison-là, mais la prochaine fois, je vais faire plus attention à cette raison-là. Mais je pense que la base, c'est de les intéresser. Parce que pour que tu aies une pensée critique, il faut que tu sois intéressé. Si tu n'es pas intéressé, n'importe quoi pourrait t'arriver, puis tu ferais « Ah, ben oui, OK ». Fait que je pense que pour les intéresser, c'est d'y aller avec un enseignement qui est contextualisé. OK, avec des contextes. Sur plusieurs sujets, leur faire lire des magazines, des vrais livres, les faire sortir réalité, dehors pour qu'on apprenne, par exemple, sur les arbres. C'est un peu un non-sens dans ma tête que des fois, on va enseigner sur les arbres à l'intérieur. Alors qu'il y a des arbres à l'extérieur partout au Québec, là, même en plein centre-ville de Montréal, du Sort, il y a un arbre. Là. La plupart du temps. Mais donc, je pense que c'est vraiment de les intéresser sur différents sujets, leur offrir beaucoup d'informations qui pourraient les intéresser, mais pas pour leur dire « faut que tu apprennes », mais plutôt pour leur dire « regarde comment c'est génial, regarde comment c'est intéressant, regarde comment tu peux t'émerveiller ». Donc, je pense que c'est dans ce sens-là. D'accord. Madame Bolduc, donc comment, en mode solution, armer les jeunes pour trouver de l'information? Quelle stratégie utiliser? Oh mon Dieu, je vais peut-être aller ailleurs. Parce que bon, j'ai parlé de la prévention et tout ça, mais bon, ça a été dit, c'est pas la seule chose, mais tu sais, pour moi, faut agir au niveau de la régulation. T'sais, on le voit que c'est difficile, par contre, de mettre en place, mais c'est un peu un courage, je pense, qu'il faut avoir, d'avoir des dents pour demander une modération plus sévère de la part des plateformes ou de demander des meilleurs mécanismes de signalement de fausses nouvelles de la part des utilisateurs. Aussi, tu sais, je pense il y a des petites affaires qui peuvent être mises, là, si je retourne à la pandémie, quand il y avait des nouvelles qui circulaient sur la pandémie, il y avait toujours le petit bandeau de vérifiez vos sources, puis ça nous ramenait sur des sources fiables. Donc, tu sais, de pouvoir de mettre ça quand on parle de nouvelles, tu sais, c'est quelque chose qui a été instauré pendant la pandémie. Pourquoi pas le laisser en tout temps quand on parle de nouvelles d'actualité. Ça peut être aussi sur Twitter, exemple, ou ben maintenant X, là, qui a changé de nom, mais tu sais, c'est facile de repartager, là, tu sais, c'est un bouton puis on peut repartager sans à peine commenter. Mais tu sais, peut-être de mettre un petit message qui apparaît à l'écran qui dit « Oh, vous avez pas ouvert l'article ou vous avez pas ouvert le lien. » On le voit. Oui, c'est ça, on le voit. Donc, tu sais, de peut-être mettre ça aussi sur les autres plateformes de comment, avant de repartager ou avant de recommenter, écoutez-le peut-être au complet ou comme des choses comme ça ou comme, tu sais, sur les réseaux sociaux, peut-être de l'ouvrir. C'est comme des petits mécanismes, je pense, qui pourraient être ajoutés. Mais les plateformes, ils le feront pas parce que leur modèle d'affaires dépend de grands titres qui sont partagés puis d'émotions fortes qui sont partagées. Puis la désinformation, c'est ce qu'elle va venir chercher. Puis ils veulent que les gens partagent rapidement, sans réfléchir. Donc, c'est certain que c'est pour ça qu'il faut de la régulation, pour mettre une certaine obligation, une certaine pression aux plateformes de le faire. Oui, c'était ma prochaine question. Les actions concrètes et la régulation à mettre en place. Il y a le projet de loi C-18 sur les redevances pour les plateformes. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Est-ce que ça va permettre justement plus de nouvelles, on va dire vérifiées ou nouvelles des médias plutôt que... Ouf, j'allais dire, je suis pas non plus experte dans cette fois-là, je peux pas non plus voir dans l'avenir. Mais c'est ça, on parle d'encadrement et d'actions concrètes. D'actions concrètes, c'est ça. Ben, on voit quand même qu'il y a eu un impact sur les nouvelles, le fait qu'ils soient plus disponibles, sur Meta. Par contre, ils sont encore disponibles quand même sur d'autres plateformes, là. Donc, on a quand même des journaux comme, exemple, je pense à YouTube, que c'est encore disponible, là, qu'on peut quand même avoir les vidéos longues puis avoir l'information des journaux. C'est certain, par contre, je pense pas que c'est nécessairement de mauvaise chose. Est-ce qu'il va y avoir plus de nouvelles vérifiées? Ben, je l'espère. J'espère qu'on n'ira pas juste dans des nouvelles non vérifiées. Par contre, c'est certain une chose, puis qu'on remarque quand même à chaque fois qu'il y a des nouveaux changements, c'est faut se donner le temps
de créer des nouvelles habitudes. Faut se donner le temps de comprendre le changement qui arrive puis de développer des nouveaux réflexes. Fait que, tu sais, pour moi, je suis pas en mode encore panique de comme, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est fini, les gens seront plus formés. Je suis plus comme, ayons, tu sais, comme confiance en les êtres humains, autant adultes puis tout ça que jeunes. Formons-nous ensemble. Formons-nous ensemble, exact. Puis développons des nouvelles habitudes, des nouveaux réflexes pour que ça aille bien, pour qu'on reste informé puis de manière, tu sais, on est bien informé là, puis tu sais, on l'a vu là, en tout cas, bref, quand tout est passé en ligne, les gens étaient, oh mon Dieu, il y aura plus de nouvelles sûres, puis on n'est pas mort là, tu sais, dans le sens qu'on a continué à rester informé, puis comme ça allait bien, fait que c'est juste donnons-nous le temps là, que tout se place puis qu'on s'habitue à la nouvelle réalité. Ce que j'entends, c'est qu'il faut pas non plus avoir peur d'aller en ligne, justement, d'ouvrir son téléphone, puis d'essayer de lire des nouvelles et de penser que c'est forcément de la désinformation immédiatement. Non. Ça serait une dure vie. Oui, Madame Rodrigue Poulin, vous vouliez sortir vos élèves de la classe pour aller voir les arbres. Est-ce que vous amenez YouTube et justement les écrans dans votre classe? Est-ce que vous voulez justement leur montrer un petit peu? Comment vous faites ça? C'est sûr, c'est important. Hein? On peut pas leur dire sois sensible, mais je t'apporte pas c'est quoi le média que je te parle. Donc, c'est important. Moi, je suis très honnête aussi avec mes élèves. J'ai 26 ans, je suis pas super vieille. Fait que moi aussi, ils ont quel âge, vos élèves? Ben là, cette année, ils ont entre 10 et 12 ans. Là. Oui. Donc, c'est sûr que je suis très honnête. Moi, je m'informais sur Facebook, Instagram. Maintenant, je m'informe sur TikTok et je m'informe sur YouTube. Donc, je m'informe à travers différentes plateformes qu'eux, ils prennent déjà. Oui. Donc, à ce moment-là, je l'avais même fait l'année passée, littéralement ouvrir mon TikTok devant eux, puis regarder, parce que ça arrive, là, il y a de la désinformation quand je l'ouvre, puis faire le mégalodon, le requin, je sais pas quoi, est encore en vie. Non, je ne penserais pas. Donc, c'est de regarder avec eux, OK, mais pourquoi je pense pas que c'est vrai? Regarde comment il montre son information, regarde comment est-ce qu'il fait, regarde c'est qui, c'est genre user 2, 3, 5, 6, 7. T'sais, on peut se douter un peu que on n'est pas en train de trouver de l'information fiable. Donc, c'est juste de le faire avec eux, réellement, pour vrai, de discuter avec eux, d'argumenter avec eux, puis leur dire, fais attention, puis reste ouvert, puis pas non plus de démoniser ça. Oui. Parce que quand on fait ça, il arrive l'effet contraire où est-ce que on veut plus écouter la personne qui essaie d'aider, la personne qui est, si dans le cas un parent, un enseignant, peu importe. Quand on est vraiment dans le bout, ben non, fie-toi pas sur TikTok, c'est de la merde, ben l'enfant va juste faire, je vais y aller pareil, puis j'ai aucune ressource pour m'y repérer. Plutôt que faire, on va y aller ensemble, puis si jamais t'es pas sûr, ben je vais t'aider, je vais être là avec toi, puis même si des fois moi aussi je doute, ben c'est parfait, on va douter ensemble, on va comprendre que douter, être incertain, c'est bien. Faut pas aller non plus dans un extrême de douter de tout le temps, là, parce que ça aussi, ça devient lourd. Mais je pense que c'est vraiment d'y aller concrètement avec eux, d'être honnête, puis de leur parler réellement des vraies choses. Des vraies choses et ensemble. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie d'Élise Rodrigue Poulin, étudiante à la maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke et enseignante au primaire, et de Véronique Bolduc, chargée de programme de prévention au Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, Le Ciel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission, partagez-la. C'est la dernière de 2023. Je vais vous souhaiter de passer des bonnes fêtes de Noël. Donc, passez tous de bons congés et on se retrouve au mois de janvier. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bio...